Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, on va parler, en bon français, du CEO Storytelling. C'est une nouvelle, entre guillemets nouvelle, puisque vous verrez, ça fait très très longtemps que les humains se racontent des histoires et attendent de leur leader qu'ils en racontent. Mais j'ai décidé de faire un épisode sur ce sujet parce que je pense que je parle de CEO, donc de dirigeants ou de dirigeantes, mais finalement, cette capacité à essayer d'aider les gens à créer du lien, à avoir du lien et du sens pour les aider à traverser ce qui leur arrive, est en fait, à mon avis, une capacité liée au leadership, mais qu'une capacité humaine de base, et je crois qui est valable pour tout le monde. On peut être un parent, on peut être un responsable de comptabilité, on peut être un entraîneur de foot, on peut être un directeur marketing. Je pense que c'est partout une compétence intéressante. Pourquoi ? Dans un monde marqué par beaucoup d'incertitudes, alors je peux refaire toute l'histoire, actuellement, tensions géopolitiques, pression réglementaire, évolution du travail hybride, enfin, on a beaucoup de nouvelles manières de travailler, de voir les choses qui évoluent en même temps. Et vous êtes sollicité pour donner du sens, cher leader. Et donc les gens attendent de vous, alors évidemment, et des CEO encore plus, puisque eux et elles sont exposés pas seulement à vous, salariés, mais aux investisseurs, aux clients, aux autorités de régulation, ça peut être en Suisse ou en Europe, les médias. Et donc toutes ces parties prenantes attendent des CEO non seulement des décisions, du leadership dans le style de management, mais aussi une narration claire et inspirante. Et ça, alors moi je vais vous parler beaucoup des CEO maintenant parce que je me base sur un article de McKinsey pour vous raconter tout ça, mais je crois fondamentalement que c'est applicable à nous en fait dans notre vie de tous les jours. Alors ce qui est intéressant, là ça concerne vraiment peut-être plus les CEO que les autres personnes, c'est que 6 personnes sur 10 jugent d'une entreprise à travers les actions de leur CEO, du CEO de l'entreprise. Alors apparemment, beaucoup de gens font encore confiance à tous ces dirigeants et ces dirigeantes, mais cette confiance reste fragile et elle peut être renforcée si le dirigeant ou la dirigeante endosse le rôle de, alors, pardonnez l'anglicisme, Chief Storyteller. Ça veut dire la personne dont le travail est de narrer, de raconter ce qui se passe de son point de vue. Parce qu'à travers la narration, on peut aborder l'identité de l'entreprise, ou de l'organisation d'ailleurs, ça vaut pour le public. On peut raconter les valeurs, on peut raconter le futur de l'entreprise, on peut raconter son passé et sa projection dans le futur. Donc c'est une dynamique, le storytelling, la mise en perspective qui est importante. Donc c'est pas un exercice de communication purement cosmétique. Oui, c'est bon, j'ai fait mon storytelling, je passe à la suite. C'est vraiment un levier de l'avis de McKinsey stratégique, et j'aurais tendance à être d'accord avec eux, pour fédérer, influencer et conduire l'entreprise dans un contexte, alors j'aime bien le mot, de permacrise. On est un peu en crise tout le temps. Alors du coup, 3 responsabilités identifiées par McKinsey qui ne peuvent être assumées à leur avis que par le CEO. 1. Définir le ton de l'organisation. 2. Articuler et incarner la culture et les valeurs. 3. Prendre la parole dans les moments décisifs. Alors, moi je vais vous dire que tout ça, en fait, est valable pour vous. Parce que définir le ton de l'organisation, et incarner le rôle de storyteller in chief, ils aiment bien les Américains, c'est termes un peu ronflants, mais vous aussi, dans votre job, vous avez une organisation, même si c'est une équipe de 3 personnes. Il y a des dynamiques intéressantes. Évidemment, c'est encore plus intéressant si vous êtes à la tête d'un groupe de 30 000 personnes, mais le ton de l'organisation, c'est vous qui allez le définir en répondant aux 4 W en anglais de la narration stratégique.
Who, why, what and when. On est qui? Qu'est-ce qu'on fait là? Où on veut aller? Et finalement, à quel horizon est-ce qu'on vise? C'est quoi la temporalité? Est-ce que c'est 6 mois? Est-ce que c'est 6 ans? Est-ce que c'est 60 ans? Et donc, ce qui est important, c'est que ce récit, alors, doit être ensuite adapté aux différentes parties prenantes. C'est-à-dire que vous allez toujours répondre aux 4 mêmes questions. Qui nous sommes? Pourquoi est-ce qu'on existe? Où est-ce qu'on veut aller? Et finalement, à quel horizon est-ce qu'on partage cette vision? Ça, les réponses à ces questions doivent être adaptées à qui vous parlez. Vous n'allez pas parler de la même manière, par exemple, vous, responsable d'équipe, à un client, qu'à un salarié ou une employée, qu'à peut-être votre famille. Donc, alors ça c'est intéressant, selon McKinsey, les meilleurs CEO consacrent entre 20 et 50% de leur temps aux relations avec les parties prenantes. 20 à 50%. Donc c'est énorme. Alors, en tant que chef d'équipe, on n'a pas ce temps-là. Mais vous voyez l'importance que donnent ces personnes-là à ce racontage d'histoire, ce temps de l'organisation pour expliquer jour après jour, heure après heure, semaine après semaine, nous sommes qui pour qu'on existe, qu'est-ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut aller, et puis à quel horizon est-ce qu'on partage cette vision ensemble. Deuxième responsabilité du leader ou de la leader, c'est d'articuler, d'incarner la culture et les valeurs. Ça, c'est clair. La culture est au cœur de la performance, on le sait. Et donc, le responsable, le leader, est à la fois, quelque part, champion de la culture et ambassadeur culturel. Donc, champion de la culture en interne, donc la mobilisation, clarifiée au travers de discours, de décisions, etc. Et d'ambassadeur parce que c'est vous qui projetez l'entreprise vers l'extérieur, notamment via LinkedIn. Et d'ailleurs, beaucoup de CEO sont engagés dans LinkedIn, dans soit des podcasts qu'ils produisent eux-mêmes, soit des articles récurrents, et vous voyez quelque chose qui... ce storytelling, c'est voilà comment moi je réfléchis à ce que je fais, et je ne vois pas de raison pour lesquelles vous, en tant que responsable d'équipe, en tant que responsable de département, vous ne pouvez pas faire la même chose. Et dire, voilà, moi, comment je vois les choses, voilà comment je conçois cet arc narratif pour donner aux gens la possibilité d'expliquer ce qui se passe dans leur quotidien professionnel. Alors, il est clair que quand vous faites cette incarnation de la culture et des valeurs, vous allez séduire certaines personnes parce que cette posture forte va en attirer certains et peut-être aussi en faire fuir d'autres. Donc c'est vrai que, quelque part, cette posture-là peut être clivante. Mais en même temps, alors j'aime bien la citation, je vous la fais, c'est une entreprise qui s'appelle Palantir. Alors, bon, c'est du militaro-industriel, alors vous me direz, si votre position ne vous coûte jamais de perdre un collaborateur ou une collaboratrice, ce n'est pas une vraie position. Et je crois que c'est vrai. Donc, 1, définir le ton de l'organisation, 2, articuler et incarner la culture et les valeurs, et 3, prendre la parole dans les moments décisifs, et je pense que c'est là vraiment qu'on touche au centre. Vous pourriez me dire, oui mais Vincent, c'est pas à nous de donner du sens, les gens sont assez grands pour le faire, y en a marre de cette espèce d'infantilisation des collaborateurs et des collaboratrices. Je suis 100% d'accord avec vous. Mais c'est pas le problème. C'est que les gens aujourd'hui ne sont pas autonomes. Et naturellement, vous êtes dans un groupe, quelque chose arrive, vous allez vous tourner vers la personne dont vous pensez qu'elle peut vous aider. Et ça va être vous, leader. C'est peut-être faux, c'est peut-être pas correct, c'est peut-être injuste, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça. Ça ne veut pas dire prendre la parole dans les moments décisifs, de faire I have a dream. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est plutôt de dire je prends la parole, mais pas forcément pour donner des réponses. Je peux prendre la parole pour poser des questions, pour donner quelques éléments et en solliciter d'autres. Donc, c'est vraiment important de prendre la parole dans ces moments-là, parce que les gens s'y attendent, mais aussi parce que ça peut amener un débat et ça peut amener une réflexion chez les gens qui est très importante. Donc, maintenant, dans quel moment, comment est-ce qu'on reconnaît un moment décisif ? Il y a une question de pertinence. Est-ce que l'enjeu de cette communication est lié à quelque chose de profond, à quelque chose de critique ? Il va falloir, dans ce moment décisif, mobiliser l'équipe. Alors vous êtes peut-être en tant que CEO, vous êtes devant en train de faire la com, en train de faire la narration, mais vous avez derrière une équipe qui gère. Vous avez une équipe qui prend des contacts, qui résout concrètement le problème. Mais je dirais, plutôt que de vous occuper à résoudre le problème, parlez du problème, communiquez sur le problème. Vos équipes sont en général bien mieux placées que vous pour le résoudre, le problème.
Et puis bon, cette question claire de position. Et donc, si vous gérez bien cette crise, vous voyez que la cohérence que vous allez incarner entre vos valeurs ou les valeurs déclarées de l'entreprise et votre posture à vous va renforcer la confiance que les gens auront dans ces valeurs. Si au sein d'une crise où on sait que ce sont des moments qui sont extrêmement stressants, extrêmement prenants, vous avez une directrice d'entreprise qui se comporte selon les valeurs qu'elle a établies 2 ans plus tôt dans des workshops et des machins, les gens vont se dire « Ah ouais, c'est vrai, c'est pas juste des mots sur un mur. » Du coup, pour vous, chers leaders, chers dirigeants, dirigeantes, quelques lignes directrices concrètes. 1. Construire un récit clair et modulable. Donc vous avez votre message central qui est aligné vraiment sur l'identité, la mission de votre organisation. Vous déclinez ce message selon les différents types de parties prenantes et vous essayez de régulariser, de rendre ces petits rituels réguliers. Chaque année, tous les 6 mois, chaque mois. Ça peut être une newsletter, ça peut être un town hall, ça peut être une prise de parole externe, ça peut être... Voilà, mais que les gens aient l'habitude de ce petit message, peut-être aussi pour le rappeler, pour les faire réfléchir à ces choses-là. Ce qui est important, je pense, dans cette partie ici, c'est vraiment la partie de la clarté et de la modularité. Il vaut mieux une histoire un peu plus, j'allais dire simple. Il y a un danger là, vous me voyez venir. Mais un récit un peu plus clair, un peu plus concis, mais qui puisse être modulé, qui puisse être rendu adapté et pertinent pour différents publics. Deuxième chose, si vous n'avez pas identifié dans quelle culture organisationnelle vous vous placez, c'est beaucoup plus difficile de construire un récit clair et modulable parce que vous n'aurez pas identifié les hypothèses que tout le monde fait à propos de la boîte dans laquelle il travaille. Les gens me disent souvent « j'ai pas besoin de quelqu'un qui vient m'aider à identifier la culture de mon entreprise parce que je connais très bien mon entreprise. » Ça n'a rien à voir. La culture d'entreprise, c'est pas ce qu'on sait sur une entreprise. C'est justement ce qu'on ne sait pas, mais qu'on fait quand même. Et donc, si vous consacrez visiblement du temps à travailler la culture avec vos équipes, avec vos comités de direction, en organisant des moments de partage, de discussion, de confrontation, de débat, vous ne saurez pas quelles sont les hypothèses cachées sur lesquelles les gens comptent vraiment. Et vous savez, c'est le modèle de Edgar Schein, le nénuphar. Il y a des articles sur le site coapta.ch qui vous renseigneront là-dessus. Donc, consacrer du temps visible à la culture, c'est une priorité personnelle. Soyez exemplaire dans les comportements, et en particulier si ces comportements sont en lien avec les dites valeurs ou les principes, l'exemplarité sera beaucoup plus parlante que les discours. Alors bien sûr qu'il faut faire du storytelling, mais vous voyez bien l'ineptie de faire du storytelling alors qu'on a un comportement qui n'est pas aligné avec les valeurs de sa propre organisation. Et puis alors si vous êtes de plus grands groupes, je dirais au-delà de 500-600 personnes, vous avez déjà, je dirais, des divisions ou des business units peut-être plus importantes, donc c'est à peu près cette taille-là. Vous allez activer votre top management, ça veut dire le comité de direction, comme relais. Avec une équipe, alors ils appellent ça des co-storytellers, McKinsey, mais des gens qui peuvent aussi raconter l'histoire, comme vous, avec un message similaire, mais voilà, mis à leur sauce, évidemment. Donc, 1, construire un récit clair et modulable. 2, faire de la culture une priorité personnelle. 3, définir des principes de prise de parole en crise. C'est-à-dire qu'il est trop tard quand vous êtes dans la crise pour savoir qu'est-ce que vous allez faire. Donc peut-être que votre prochaine réunion de direction va être dédiée à s'il y a une crise, qui fait quoi, comment. Je viens par exemple de participer dans le cadre de ma commune à une réunion sur des plans de rencontre, des points de rencontre d'urgence. Eh bien, il y a un protocole de décision qui est pris avant la crise pour savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas. La décision réservée, par exemple, c'est quelque chose qu'on pense peut-être pouvoir faire, mais dont on connaît les critères à l'avance. Je sais ce que je vais pouvoir faire en fonction de certains critères. Là, c'est pareil. Le moment où la crise arrive, demain, c'est pas 39% de taxes à l'entrée aux États-Unis, mais c'est 78%. Vous devez savoir quoi faire. Et donc, vous, en tant que CEO, en tant que dirigeant, dirigeante, bien, votre équipe de direction doit avoir clairement un rôle à jouer. Donc, vous, en termes de prise de parole, et parler sur des choses qui sont vraiment concrètes, qui regardent l'entreprise. Vous voyez, par exemple, il y a
des dirigeants qui ont pris la parole récemment pour commenter les tarifs imposés par Donald Trump. Je trouve intéressant, mais c'est dangereux. Pourquoi est-ce que tel et tel serait pertinent ou serait légitime pour prendre certaines paroles? Donc assurez-vous que votre prise de parole correspond à votre légitimité et à une certaine utilité pour votre entreprise. Dans ces prises de parole en temps de crise, c'est encore plus important d'avoir une ligne stable, peut-être un peu plus stable, peut-être même encore un peu plus simple, puisque sous stress, on sait très bien qu'on n'a pas les mêmes capacités cognitives, donc il faut dire des choses simples et directes. Et puis alors éviter vraiment tout opportunisme, parce que ça sera très très vite analysé par la suite. Et puis accompagner chaque parole d'actes visibles. En temps de crise, les gens vont vous regarder, mais ils vont surtout vous regarder faire. Donc, vous voyez, le storytelling n'est pas une option, encore moins pour les dirigeants, les dirigeantes. C'est vraiment très important de pouvoir le faire. Ce n'est pas une option. La confiance va se raréfier. Hein. Vous savez qu'on est dans un environnement sociétal qui n'est pas propre à la confiance. Et donc, les crises fréquentes vous attendent. Et donc, vous êtes attendus, vous, dirigeants, dirigeantes, comme narrateur principal, chief narrator. Donc, sans récit, pas de cohésion. Sans culture incarnée, pas de performance durable dans la crise et hors des crises. Et puis, dans les moments critiques, sans courage, la crédibilité va être plus difficile. Donc, ce storytelling est important. J'espère vous en avoir convaincu. J'espère aussi que vous prendrez un peu du temps de votre semaine chargée pour réfléchir à comment est-ce que vous pouvez utiliser ce levier pour votre organisation et votre entreprise. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.